Loisirs, chasse et pêche vous est présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Introduction très brève, on a des gros sujets cette semaine. On vous parle de pêche à la mouche, donc l'équipement qui entoure la pêche à la mouche. On parle de poissons de corail, également du bon choix de filets de pêche. D'abord et avant tout, je vous ai parlé d'une grande nouvelle la semaine dernière, c'est-à-dire la venue du ministre Lessard en studio. Eh bien, c'est fait, il est avec nous et on passe directement avec lui. Ministre Lessard, bonjour! Plaisir de vous rencontrer, Martin. Je suis très content de vous avoir en studio et je félicite le fait que ce soit vous qui avez pris le téléphone et qui nous avez appelé pour dire, écoutez, il y a énormément de questionnements sur tous les mouvements qui sont en vogue ces temps-ci au niveau de la faune. J'aimerais avoir une tribune pour venir parler un peu de ces différents sujets-là et je vous salue de ce côté-là. C'est une très belle initiative. Mais avant d'embarquer dans les grandes questions, il y a une question qui moi, me chicote et qui chicote probablement plusieurs de nos chasseurs et pêcheurs. On a un ministre qui s'occupe de notre loisir à nous, qui est la chasse et la pêche. J'aimerais savoir, vous, dans la chasse et la pêche, quelle est votre expérience? Oui, mais comme tout le monde, je viens d'un village. L'activité, quand j'étais jeune, c'était la pêche. C'était l'affaire la plus accessible, la moins coûteuse. Alors donc, mais ça fait longtemps que je n'étais pas retourné. Fait que l'année passée, quand le premier ministre m'a nommé donc, à la forêt faune et parc, alors, je me suis dit, bon, je vais aller me rééquiper. Alors, je suis allé au Canadian Tire de mon coin. Je suis allé faire mes choix. Je me suis fait conseiller. Ça fait longtemps, honnêtement, là, la flexibilité de la canne, tout ça, ce que j'appelais le reel, le moulinet. Le moulinet. Alors, trouver le bon moulinet. J'ai équipé ma femme aussi. Et puis, quelques apports, payer mon permis, aller voir comment ça se passe aussi. Donc, je suis sensible à ça, moi. Donc, je suis retourné faire ça, puis j'étais allé à la pêche dans une petite rivière, j'étais allé à la pêche au Bas-Ray en Gaspésie, j'étais allé à la pêche à Wananiche, à Métabéchouane. Ben, j'ai essayé, là, puis j'étais jamais allé à la pêche, dans le fond, à la mouche. C'était une première expérience avec quelqu'un qui m'a conseillé. Alors, j'en ai pris une. En fait, j'étais comme tous les gamins de la Terre, là, qui a le sourire plus large que la caméra. Fait que ça, c'était bien. Du côté de la chasse, je voulais savoir, parce que, j'ai jamais vraiment été à la chasse. Quand j'étais jeune, avec mes frères, j'accompagnais, mais j'ai suivi mon cours de maniement pour voir, c'est quoi la formation, 2, qui le donne. Alors donc, les gens de la Fédération, l'enseignement sur la manipulation. Puis honnêtement, là, le cours de chasse, il me reste la deuxième journée que j'ai pas eu le temps d'aller. Mais on m'a rappelé récemment d'aller finir pour avoir ma petite carte. Ben oui, vous allez être en règle à ce moment-là. Une chose que je tenais aussi à saluer, c'est le remaniement qui a eu lieu au niveau du ministère. D'avoir le ministère propre à lui dans les activités qui y sont chères et non pas entremêlées. Et comme il a été bougé de gauche à droite dans les 20 dernières années, ça, je pense que c'était un gros must, si on peut s'exprimer ainsi. Moi, j'ai dit au premier ministre, ne retouchez plus jamais à ça. Gardez ce ministère-là. La forêt, la faune, les parcs, ça va ensemble. Ce qui se passe derrière un arbre, il y a quelqu'un, un utilisateur de la forêt, un chasseur, un piégeur, un trappeur, tout a une incidence. Peu importe qui sera le ministre de ça, conservez cette approche-là. Il faut que tout le monde se parle pour que ça marche. On a vu au fil des années, là, il y a eu des déplacements, puis à toutes les fois que la faune a été déplacée, ça a coûté quelque chose à la faune. Ça n'a jamais servi la faune. Puis en plus, le personnel qui travaille dans le ministère, ils ont été honnêtement là, séparés, changent de bas, changent de lieu, change de ville parce que c'était ressources naturelles, environnement, etc. La stabilité dans ce ministère-là, il y en a grandement besoin. Et voilà, puis on le ressent d'ailleurs quand on travaille avec les biologistes. Exactement. De votre côté, on le ressent beaucoup. Les grandes questions maintenant. Il y a un assainissement au niveau des budgets, il y a un assainissement au niveau des finances qui est demandé par votre gouvernement. Il y a eu l'augmentation des tarifs dans les permis de chasse et de pêche. La première grande question que nous, chasseurs et pêcheurs, se posons, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous entendez faire de ces argents-là? De quelle façon vous entendez gérer tout ça? Qu'est-ce qui va nous revenir à nous? Premièrement, quand on a pris le ministère de la Faune, indépendamment des coupures, des restrictions, etc., c'était déjà le ministère qui était souffrant lui-même de 6,9 millions de dollars. Il lui manque ça. Donc, on a réduit les dépenses de fonctionnement de tous les jours.
On a regardé ce qui se dépense. Deuxièmement, on a réduit le fonctionnement. Ça, c'est... J'ai entendu chialer, en disant vous sortez moins souvent, etc. En fait, ce qu'on lui demande, sors à la bonne place, puis dis où est-ce que tu sors, parce que c'est vrai qu'on a une période, il faut restructurer le financement de ce ministère-là. Troisièmement, là, c'est la forêt qui est venue aider à la fonte. 3 millions de dollars qu'on a pris dans la forêt, on a dit, OK, tous les changements ne peuvent pas arriver en même temps. Donc, on est venu donner un petit peu d'air. Par la suite, j'ai eu des choix difficiles. J'ai mis du monde à pied. Donc, mais c'est ce qu'on parle beaucoup. On parle d'un secteur paralysé, à savoir sur le plan public, on va le dire Facebook et tous les autres moyens sociaux. Ce que l'utilisateur dit, c'est qu'on a paralysé la faune en mettant à pied 16 agents et des biologistes. Voyez-vous, là-dessus, le ministère, c'est sûr qu'il regardait du côté de la protection. J'ai dit, écoutez, on ne va pas jouer 2 fois dans ce film-là. Là. J'ai une 50aine de personnes qui devront être licenciées, qui ont des emplois à statut précaire. Parce que les autres sont permanents. Donc, il y a la sécurité d'emploi. Oui. Ce qu'on a fait, on a dit, on va pas faire de découvert nulle part sur l'ensemble du territoire. Je ne vais pas fermer Anticosti alors qu'on s'en va à la chasse. Je ne vais pas fermer Matane, c'est la chasse à l'orignal, etc. Donc, on a dit, on va réduire le nombre d'agents, les derniers rentrés, mais je vais réduire aussi dans le ministère. On est quand même 900 au ministère de la Faune. OK. Donc, 153 qui ont un statut que je dirais plus précaire, mais qui sont là depuis plusieurs années, pour d'aucuns. Donc, ça a été difficile. On l'a fait. Maintenant, est arrivé du côté des revenus. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'argent, je suis pas capable de résorber à zéro. En 2009-10, donc, les utilisateurs ont demandé de monter les permis. Ils ont dit, nous autres, on a besoin d'à peu près 5 millions en réinvestissement phonique. Faire des inventaires, la promotion, la pêche, etc., financer les organisations. Donc, les permis ont augmenté, mais pour le besoin de la clientèle et non pas pour financement du ministère. Sincèrement, à l'étape où j'étais là, je cherchais à peu près le même 5 millions. Ce que j'ai dit aux fédérations, c'est assez simple. Soit que je suis très paresseux, je prends déjà le 5 millions qui est dans le coût des permis d'aujourd'hui. Je ne monte pas le coût des permis. 0. D'accord? Mais je scrape votre travail des 6-7 dernières années. Ou on est un peu plus ambitieux. Je maintiens votre travail, je vais le défendre, bec et ongle, malgré la révision des programmes. Mais je vais être obligé d'aller chercher 5 millions de dollars pour financer correctement ce ministère-là, puis s'assurer d'avoir une pérennité. Après ça, là, on sera capable de déployer le monde sur le territoire, réengager 16 agents de l'an passé. C'est là que je voulais en venir. Plus la gang qui suivait, là, ils sont sortis de l'école. Il y a une autre cohorte. Oui, il y a une autre cohorte. Donc, ils sortent de l'école, là, je les envoie du chenil. La question de fond là-dedans, celle à laquelle on veut tous des réponses, est-ce qu'on va être capable de prendre les argents d'augmentation, les argents qui proviennent d'augmentation des permis pour réengager ces gens? On a vu des communiqués passer, mais la réponse complète, elle est quoi? Bien, la réponse, c'est oui. Pour les 16, les 24, ça revient à la même affaire, parce que, moi, n'oubliez pas, il y en a qui quittent. Là. Oui, donc, il faut que je m'assure d'avoir un renouvellement qui doit se faire. Et qu'on ne se pose plus jamais la question sur le volet protection. Je fais une tournée du Québec actuellement, ce qui s'appelle faire plus en faune, en forêt, etc. Puis à la fin de ça, là, au bout de la lumière, il y a de la lumière. Je vais avoir une stratégie phonique. Il faut faire du développement, il faut provoquer les régions du Québec à avoir des politiques de promotion d'activités de chasse et pêche dans toutes les régions du Québec. Puis quand tu auras ta politique de ça, tu accéderas donc à du développement. Pareil comme dans la politique culturelle. Tu as une politique culturelle au niveau d'une municipalité régionale de comté, tu as accès à un fonds de développement culturel. Quand on va faire ça, on va arrêter de faire un régime de misère toujours basé sur les permis puis les utilisateurs. Puis en passant, j'ai un message pour les autres qui ne sont pas chasseurs-pêcheurs, qui demandent des avis au ministère, on va les facturer. Et voilà. Utilisateurs, payeurs. On le fait de notre côté et on se les fait augmenter. On a des justifications. Exactement. S'il y a des demandes de l'extérieur, ces gens-là aussi devront payer. C'est quelque chose qui, moi, j'aime énormément entendre. Je change de sujet. Je vous amène sur le caribou. Oui. Plan de gestion du caribou. Il y a un plan de gestion des caribous du nord du Québec qui appartient à votre ministère, qui, lui, nous dit qu'à peu près dans le coin de 350 000, le troupeau est en santé. On vient d'annoncer qu'il y a une réduction quand même assez grande du nombre de tirages au sort et du nombre de permis qui vont être attribués au niveau des individus et en termes de pourcentage, de l'ordre de 15 % au niveau des pourvoyeurs qui sont dans le nord.
Je vais vous entendre un peu là-dessus parce qu'on a des prises de position, entre autres au niveau de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, qui nous disent qu'il n'y a pas de motif biologique ou scientifique. Si on suit leur plan de gestion, on nous dit qu'on a prélevé peut-être 1 % du troupeau. Il y a un 19 % de diminution dans les dernières années, mais on nous dit aussi qu'à 350 000, on pourrait prélever un 13 %, ce qui ressemble à un 45 000 par exemple. Puis de l'autre côté, on nous dit, le même ministère qui a ce programme-là nous dit, bien, ça va être 250. Mm-hmm. Bien, ça, c'est tout le côté très documenté de c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que ça, c'est ce qu'on voit sur le papier. Je veux voir qu'est-ce qu'il y en a pour de vrai. Bien, sais-tu comment moi, il m'interpelle là-dessus? L'an passé, je commence, le ministère, etc. Il me dit « Hey, peux-tu régler ça? Nous autres, les pourvoyeurs, on s'en va dans les salons internationaux. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a à vendre. J'en vends combien, c'est du double permis, etc. C'est bête, je m'en vais vendre, puis je sais toujours pas le nombre. Bon, je dis, ça m'apparaît assez simple, mais regardez ça. Pour être sûr que la synchronisation, ça fonctionne. En fait, quand tu commences à analyser ça de plus proche, il y a un comité conjoint chasse et pêche, trapage, donc qui a été formé dans le cadre d'un processus de la paix des braves. Maintenant, quand ils entreprennent, moi, quand ça m'arrive sur ma table à dessin comme ministre, là, il faut déterminer quel montant, combien de permis on doit attribuer. Cette année, là, quand c'est arrivé, ils ont dit OK, il y a une baisse de 19 %. Le comité recommande de baisser de 28 % parce qu'il y a une baisse de... Tu devrais baisser de 28 % parce qu'il y a une baisse de 19 %. J'ai dit, attends un peu. Là. Il y a quand même un assez gros troupeau. Les régions pour lesquelles on doit chasser, là, les zones 22, 23, etc. J'ai dit, tu me demandes de baisser plus fort que le montant. Là, je n'arrive pas à comprendre. Donc, à ce comité-là, dans lequel je ne siège pas, on a des représentés, il est conjoint avec les communautés. Nécessairement, il n'était pas pour la recommandation. Il voulait que je baisse plus que ça. En tout cas, que le... Donc, on aurait eu des plus gros feux d'artifice, là. On aurait des plus gros d'artifice, mais non, il faut garder les zones ouvertes quand même. Bien, au départ, il y avait une demande des peuples autochtones pour la 22A qui est réservée aux résidents, qui était d'abolir. Vous avez fait le choix de la conserver. Oui. Déjà, ça, bon, du moins, si on regarde au niveau des résidents, on dit, bien, c'est tout naturel, parce que Christie, c'est notre territoire, point final. Il n'y a pas personne qui a à toucher à ça. Mais de l'autre main, on nous dit, et je vous reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, mon ministère gère un plan dans lequel il me dit, à partir de tant de bêtes, mon troupeau est en santé. Puis de l'autre main, le même ministère me dit, oui, mais il n'est pas tant en santé que ça. Fait que je vais te donner moins de permis. Ça, c'est... Malheureusement, quoi qu'on dise au niveau des tables de concertation, ça demeure que c'est ce qui reste dans la bouche des chasseurs présentement. Il y a une frustration parce que si on fait 13 % de 350, bien, c'est 380 000 l'inventaire exact. On est dans les 40 000 bêtes. Ça, c'est ce qu'on pourrait prélever tout en conservant le côté santé de ce cohorte-là, de ce troupeau-là. Je suis obligé d'aller un petit peu dans le sens de la FDCP qui me dit, bien, il y a un côté politique qui transparaît dans ces décisions-là face aux Premières Nations, puisque tu peux pas me l'expliquer de manière scientifique et biologique, là. Non, effectivement, on a dû faire ces arbitrages-là dans le sens qu'on ne s'est pas rendu aux arguments qui étaient proposés. Toutefois, la solution, c'est d'avoir l'inventaire réel. Oui. Bon, alors, donc, il y aura un inventaire. Moi, j'ai dit, écoutez, je ne me rends pas à tous vos arguments, la table a travaillé, il y a eu de la frustration sur cette table-là. À la fin, il y a une décision qui a été prise selon les processus corrects. Maintenant, ça l'apprend l'inventaire. On va arrêter de dire que c'est pas tout à fait le bon inventaire. Cette année, il y aura l'inventaire. Pour faire un calcul puis basé sur l'inventaire, j'avais une discussion justement avec la Fédération en fin de semaine. Il faudrait savoir d'avance, quand le cheptel est à tel niveau, voici les impacts. Oui. Voici la décision, comment on se comporte. Arrêtons de tout le temps se retrouver dans ce comité de frustration-là, où tout le monde part de là, pas de bonne humeur. Mais si on avait déjà la grille, à tel niveau, voici ce qui arrive, à tel niveau, voici ce qui arrive, je pense que ça serait bien plus simple. Vous avez déjà un très beau plan de gestion du caribou du nord du Québec. Restera à amender ces données-là dedans pour pouvoir justement revenir dessus avec les inventaires. On doit se quitter le temps d'une première pause. On revient en entrevue avec le ministre Lessard. Restez là.
Monsieur Lessard, ma prochaine question porte directement vers la réglementation. Depuis les augmentations tarifaires qui ont eu lieu, et là, j'en réfère à mes notes, qui ont eu lieu en 2010, il y a eu une coupure du fameux règlement qu'on remettait de façon papier aux gens lorsqu'ils allaient chercher leur permis. Là où est-ce que la réglementation était réellement détaillée. Pour faire face à ça, on a mis sur le marché, c'est-à-dire la Fédération des pourvoiries du Québec, avec l'aide des organisations, offre aux utilisateurs un format qu'on vend 2,99 si je ne me trompe pas. Mais ça demeure que cette réglementation-là est très complexe. C'est dur de passer au travers et de savoir exactement ce que je peux faire dans le sans-bois, dans l'avec-bois, dans etc. Est-ce que votre ministère a l'intention de faire quelque chose, d'abréger un peu ça? Bien, la décision qu'il avait été prise à ce moment-là, c'est, il avait arrêté de le faire. Oui. Donc, carrément. Deuxièmement, après ça, là, je pense que la Fédération des pourvoyeurs a pris ça en main. Le ministère finance, là, puis il donne un soutien. Okay. Mais c'est la voie de passage qu'ils ont pris, c'est d'essayer de faire un financement. Parce que c'est vrai que c'est complexe, mais en même temps, je regardais comment on peut simplifier. Là, on vient de le faire là, dans le trappage. Oui. On a mis fin à le paperasse a pu finir. C'est historique, là, c'est la plus vieille redevance de fourrure là, depuis les trappeurs de la baie du Thon. Exactement. Alors, on a mis fin à ça. Donc, on a quand même un souci de diminuer de la paperasse et de l'administration qui ne sert à rien. Donc, les trappeurs, je pense, en étaient contents. Maintenant, sur le règlement, parce qu'il y en a encore une gang, là, que mon âge est plus, qui aime avoir la version papier, pas électronique. Alors, donc, je pense que pour l'instant, ça satisfait. Il y a une diffusion assez importante qui est faite, mais on donne un soutien financier plutôt à la Fédération pour l'apport de collaboration. Donc ça, c'est le statut actuel pour la diffusion ça va rester de la même façon. Au niveau de la simplification, de la réglementation, dans l'écrit, on n'en est pas rendu là? Bien, la simplification, c'est parce que nécessairement, chaque territoire est abordé, puis dans chaque territoire, dépendamment, ils veulent avoir la flexibilité selon les inventaires. Donc, être rigide à simplifier, ça voudrait dire peut-être enlever de l'offre. Mais honnêtement, le souci de l'améliorer est constant. Puis j'ai dit même dans les ZEC, des pourvoiries, même dans la forêt, j'ai des objectifs de réduction évidentes de paperasse puis de compréhension. Il y a trop d'administratifs dans ce ministère-là. Je terminerai celle-là en disant tout simplement que d'appeler un agent de la faune peut donner un coup de main aussi dans la compréhension d'un règlement. Petit coup de fil, c'est réglé. C'est une bonne idée, ça, au lieu de les voir tout le temps comme la contrainte. Oh non, je l'ai rencontré. Servez-vous-en. Ben oui, servez-vous-en. Poser des questions. Ensemencement. Le gouvernement a 3 piscicultures qui lui appartiennent. 3 piscicultures qui ont été très utilisées dans le passé. Qu'est-ce qui se passe avec ces piscicultures-là? Est-ce qu'on les utilise toujours? Est-ce qu'on planifie faire des choses avec? En fait, c'est un actif important d'infrastructure au ministère parce qu'il faut faire encore de l'ensemencement. Oui. On voit la fête de la pêche l'été, des fois, on donne des sous, mais des fois, on fournit le poisson aussi. Oui. Donc, dans le bar rayé, on veut réintroduire le bar rayé. Les gros spécimens à Baldwin sont là. Donc, je suis plus préoccupé par la qualité des infrastructures, qu'est-ce qui est à réparer, à rénover pour les maintenir en bon état, parce qu'on fait nos élevages là-dedans, puis honnêtement, ça a tout son sens de conserver sa génétique pour l'implantation des espèces. Alors donc, je veux faire le tour là, des 3 pour m'assurer que le niveau d'entretien est à bonne place. Puis comme ministère, c'est un actif important. Donc, par exemple, le prélèvement d'œufs de Touladi dans Massawippi pourrait recommencer. On pourrait recommencer à les utiliser pour les réintroduire. La faune plus, c'est une faune économique. Moi, là, je ne vais pas me cacher de ça. Là. La mise en valeur de la faune, ça en fait partie. Donc, réintroduction de pratiques. Le bar rayé qu'on a fait en Gaspésie. Mais là, le futur, c'est le bar rayé, peut-être le catch and release du fleuve qui va nous arriver. C'est une activité économique. Comment je me réapproprie le fleuve, les rivières, les lacs? On va sûrement parler là-dessus. Donc, moi, il y a 1,6 milliard de dollars annuellement que les chasseurs, les 1 100 000 chasseurs, pêcheurs, trappeurs font annuellement. L'activité économique du Québec. Donc, il faut que je stimule ça en faisant plus d'activités. Prochaine question, les inventaires aériens qui sont faits au niveau des gros gibiers, des poissons de pêche sportive. Avant le 12 septembre 2014, il y avait énormément d'activités de ce côté-là. On faisait les inventaires. Est-ce que ça revient? Quand on fait de la faune plus, il faut s'occuper de l'habitat. Alors, donc, les inventaires, l'orignal, le chevreuil, dans le fleuve, dans les lacs, dans les rivières, même affaire. On va continuer d'en faire, c'est important parce qu'il faut que la ressource soit disponible. Fait que la réponse, si on va à la oui. pêche, oui. Quand on va à la pêche, il faut être capable d'en prendre. Il faut au moins savoir qu'il y en a. Exactement. Dans le saumon, c'est la même affaire. Cette année, je vous le dis, là, je suis le saumon de très, très près.
sur les montaisons. Je passe à la prochaine. Le temps avance très rapidement. On veut faire le tour des questions. Et les plans d'eau, l'accès aux plans d'eau, c'est un gros questionnement. Il y a eu une explosion faramineuse des coûts d'accès aux plans d'eau pour certaines municipalités, jusqu'à 250 $ pour un non-résident à débarquer. Le Québécois, le chasseur, le pêcheur se dit, bien, l'eau du Québec appartient aux Québécois. Est-ce que le gouvernement envisage de faire quelque chose pour harmoniser ou du moins pour couper cette hémorragie-là ou cette explosion de frais-là? Ah bien, il faut absolument que les plans d'eau demeurent accessibles. Puis honnêtement, tout le monde qui s'occupe du plan d'eau le rend non accessible par la contrainte financière. Alors, on a ouvert une petite cellule de travail avec le ministère des Affaires municipales. Ça, c'est en cours là? En cours actuellement. Puis ma détermination là-dedans, moi, je viens peut-être faire un main, ça s'appelle payer des mines et des lacs. Oui. Bon, on dit, quand tu invites un lac, il faut que tu sois capable de pêcher sur le lac. Si tu es capable de pêcher sur le lac parce que tu n'as pas accès, parce que ça coûte trop cher pour la famille, ça n'a pas de bon sens. Alors, actuellement, il faut que le gros bon sens en revienne sur le bord des rivières, des lacs, principalement de donner un accès. La famille, là, vous partez avec vos 2 enfants un après-midi, vous voudriez aller pêcher au lac. Il n'y a personne, il n'y a pas de place à mettre la chaloupe. C'est normal. Oui, c'est ça. Là. On parle d'un côté de promouvoir l'activité. Hein, c'est vos mots, vous l'avez dit tout à l'heure. Puis de l'autre côté, bon, bien, le chasseur-pêcheur est obligé de répondre à ça. Bon, on augmente mon permis, on augmente mon accès, puis là, j'ai peur que le fameux registre vienne jouer dans mes poches aussi. Il y a plein de questionnements comme ça. Vous avez une table de concertation présentement, vous avez un comité présentement. Ça, c'est de très bonnes nouvelles. J'accueillerai avec beaucoup de bonheur vos communications là-dessus et j'en parlerai dans l'émission quand il y aura de l'évolution à ce niveau-là, parce que c'est un dossier qu'on suit de près. Des endroits qui sont jusqu'à 250 $ par jour. Moi, je vous le dis, là, ces municipalités-là, je ne peux plus aller pêcher là. Bien, quand on aura une politique régionale, locale, chaque municipalité, une politique de promotion des activités de chasse et pêche, probablement qu'il sera obligé d'aborder la question sur son accessibilité. Il nous reste 1 minute et j'ai une question cruciale à vous poser. Allez-y. Monsieur Lessard, le registre des armes à feu, évidemment, vous avez voté dans la ligne de parti et on le comprend, ce côté-là, mais vous devez avoir une opinion personnelle là-dessus et je veux la connaître. Quand tu es ministre, tu n'as pas beaucoup d'opinion personnelle, mais je vais vous donner quand même le gros bon sens. Ici, on est dans le salon, on est dans mon chalet, on est correct. Excellent. Bon, il y a eu la décision. Dans le temps, il y avait un registre. Bon, on est à une autre étape. Maintenant, je suis sûr d'une affaire. Je l'ai suivi mon cours de maniement. Ils savent maintenant que je peux m'acheter un arme. D'accord? Alors, quand je vais l'acheter, ce que je souhaite là, pour les chasseurs, c'est la chose suivante. L'enregistrement, il y en a 1 600 000. Ils sont à quelque part, ils sont au Québec, ils sont dans la maison de quelqu'un. Alors, premier réflexe, si j'achète chez le détaillant mon arme, quand il me le vend, il est obligé de dire qu'il m'en a vendu un. Il pourrait partir avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, là. Oui. Il part une petite information. Laurent Lessard, à telle adresse, il a acheté un 12 Browning. OK? Tel numéro, etc. En général, nos armes, là, on ne vend pas beaucoup ça. Hein? L'historique des armes, en général. Oui, par contre, c'est comme ton trailer. Tu n'achètes un, ça prend des fois du temps avant que tu t'en départisses. Donc, ce que je cherche, c'est la chose la plus simple. Parce que le gouvernement s'est prononcé. Il y aura un enregistrement. Donc, je cherche la simplicité. Parce que ce n'est pas les chasseurs qui vont utiliser le registre. Non, mais c'est pas pour les chasseurs. C'est pour les chasseurs. C'est un registre parce que tu as des armes. Parfait. Laurent Lessard, telle adresse. Moi, j'espère, dans le plus simple de ma vision qu'on essaie de déterminer, je vais sur Internet et là, j'ai 4 cases. J'ai inscrit mes 4 armes. Parfait. Salut, bonjour, Enter. J'enregistre ma voiture comme ça, puis je désenregistre ma voiture de sport comme ça. Simplement, 2 fois par année, ça ne coûte rien. Si je peux me permettre, le problème qui, nous, chasseurs, nous concerne énormément, c'est de dire les autorités ont déjà l'information que je possède des armes de par mon permis de port et acquisition, celui que vous êtes en train de faire, ou autorisation restreinte si je l'ai faite, ou encore même arc et arbalète. Ils ont des signes, ils ont des traces que je peux posséder ces choses-là. Il y a déjà un gros système qui existe pour gérer le fait que j'ai le droit de posséder une arme ou pas. Un policier a à faire une intervention dans une maison, voit que j'ai un PPA, sait que je peux être armé. En quoi ça change qu'il sache que j'ai 25 armes sur un registre? Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième des choses, quand votre gouvernement nous parle d'assainir les finances publiques et qu'on veut, malgré que toutes les autres provinces du Canada nous disent que ça donne absolument rien, réinvestir 30 millions, puis je suis obligé de vous la poser, cette question-là, elle est cruciale. Pourquoi? Bon, la question 1, le chiffre. Le chiffre est important. Vous avez 30 millions. Moi, on sait assez que la ministre de la Sécurité publique, la première affaire, il y aura un enregistrement. Donc, le gouvernement s'est prononcé là-dessus. Ce que je cherche, moi, pour tous les chasseurs,
c'est la façon la plus simple de collaborer, sachant qu'ils savent déjà, quand j'ai mon permis, que j'aurai éventuellement un arbre. Le fait est établi, le gouvernement s'est prononcé, il va y en avoir un. La seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, vous pouvez faire de votre côté, c'est les recommandations pour amenuiser, si on veut, l'impact que ça va avoir pour nous, chasseurs-pêcheurs. Je comprends qu'il n'y a pas de changement que vous puissiez porter de votre côté dans la décision dans son ensemble, mais merci de nous avoir livré quand même votre opinion. Et merci, non pas d'avoir accepté notre invitation en studio, mais de nous avoir lancé l'invitation de vous recevoir en studio. C'est très apprécié. Ça a apporté des belles réponses à nos questionnements. Et puis, la porte de mon chalet vous est ouverte en n'importe quel temps. C'est ce que j'ai pu remarquer, parce que rapidement, on a pu se rencontrer. Mais à tout le monde qui nous écoute aussi, pour la première fois, le gouvernement du Québec veut se doter d'une stratégie phonique. Avoir une perspective puis du développement. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, là, parce que vous rentrez dans tous les foyers au Québec, alors donc, ça me permettra, si vous avez des bonnes idées, on les prend. Et puis, on peut essayer d'améliorer. Donc, c'est pour ça que la tournée Faire Plus, ça sert à faire les tournées du Québec. Dites-moi ce que vous aimeriez faire. Puis à la fin, on aura pour une première fois, peut-être une première province, qui a une stratégie de développement à long terme. Il y a moyen de communiquer avec le cabinet de toute façon. Il y a moyen de communiquer facilement en tapant ministre Laurent Lessard sur Internet. On se ramasse rapidement sur votre page de l'Assemblée nationale et à partir de là, il y a moyen de communiquer avec vous. Les groupes Facebook, tout ça, vous les suivez, vos attachés de presse les suivent, vous savez qu'est-ce qui se dit au Québec. Je vous remercie de votre visite. Martin. Et ce n'est que partie remise. On s'en va-tu pour le saumon? Ah, ça serait le fun, ça, savoir pour le saumon ou pour le bar rayé encore. Ce serait terriblement plaisant. Je suis obligé de quitter pour une première pause. On continue à parler entre-temps. On quitte pour une pause. Au retour, on parle de poissons de coraux. Observation de comportement, ça va être super intéressant. Aujourd'hui à Loisirs Chasse et Pêche, on est sur la plage de Juan Dolio en République dominicaine. On est aux abords de ce qui semble être un tout jeune récif de corail, donc des coraux en formation. On va plonger. Ce qu'on s'attend à voir ici, probablement beaucoup de tangs, beaucoup de petites demoiselles, des groupers aussi, des poissons de banc. On va aller plonger sous l'eau, on vous prend des images, on vous montre ça. C'est incroyable. On est dans très peu profond d'eau. Il y a beaucoup de coraux ici aux abords. Et très rapidement, beaucoup de poissons chirurgiens, des poissons des tangs, beaucoup de demoiselles. J'ai vu énormément d'autres espèces. Je vais continuer. Mais déjà, les poissons mangeurs d'algues, il y en a énormément. Donc, beaucoup de tangs, beaucoup de demoiselles. J'ai cru voir encore plus beau, un petit peu plus loin. Je vais aller me promener. Je vous rappelle que je suis dans à peu près peut-être un 3 pieds et demi d'eau. J'ai de l'eau à la taille ici. Il y a déjà des petits coraux sur place. On dit petits, quand même assez gros. Je perds pas de temps, j'y retourne. Une colonie de corail qui est quand même juvénile d'après moi. Il y a déjà beaucoup d'anémones d'installés. Plusieurs belles anémones riteri avec un petit crabe qui vient en symbiose avec, qui est littéralement camouflé dedans. Le crabe, ce qu'il fait, c'est qu'il va manger dans l'anémone. Donc, ce qui échappe comme nourriture nourrit l'anémone. Et l'anémone est très ursitante, donc ça chauffe quand on y touche. Ça protège le crabe des autres poissons. C'est ce qui se passe un petit peu aussi avec les clownfish, Nemo, donc les petits océllaris, les petits amphiprions, qui vont se cacher, qui vont carrément se blottir dans ces anémones-là. Vous les voyez souvent dans les reportages. C'est parce qu'ils se protègent. Ils s'immunisent du limon, si on veut, ou de l'enzyme qui brûle l'anémone. Ça les protège. Ils restent là, ils sont en sûreté. Puis en échange, ils mangent au-dessus de l'anémone, question de la nourrir.
Wow! Là, j'ai vu le quoi de beau. J'étais en profondeur un peu. Ce qui est plaisant, c'est de s'accrocher après les roches et d'aller voir sous les roches ce qui se passe. J'ai vu un lionfish, un poisson-lion, le combattant japonais, ou le volitans. Poisson qui n'était pas présent ici dans les Caraïbes avant, qui est présent simplement depuis son introduction par certains aquariophiles qui les ont littéralement tirés dans l'eau sur les côtes de la Géorgie quand ça devient trop gros dans les aquariums. Poisson duquel il faut faire attention. La dorsale, il y a des gros pics là-dessus. Si on se rentre les pics dans le pied ou dans une main, qu'on se pique dessus, il faut rapidement se rendre pour avoir de l'aide dans un hôpital local, puisque la protéine que ça va injecter peut littéralement se rendre au cœur et ça géliifie. Donc c'est très, très dangereux. À faire attention, superbe poisson, on l'observe, mais on s'en approche pas. Creo que nunca te han dicho cuánto te han querido y no sé si podré hacerlo alguna vez. Cada momento que en mis labios yo te tengo se me eriza la piel y no puedo creer que estés conmigo cuando empieza a amanecer. Cada día, cada noche, cada mes, porque el tiempo se detiene ante tus pies y yo quiero perderme en tu mundo de hadas y duendes. Lorsqu'on s'approche des plus hautes colonnes de roches, si on descend un peu, on peut observer des beaux bancs, des belles colonies de glass sweeper. Petits poissons pas gros, presque transparents, très, très, très luisants, qui se tiennent en gros bancs. Des fois, ils sont 50, 60, jusqu'à 80 facilement. Ça ressemble beaucoup au petit cardinal qu'on connaît dans les récifs un peu plus au large, si on le veut. Beau poisson observé, génial. J'ai également vu une baliste. Je pensais même pas tomber sur une baliste. On la voit en image. J'ai réussi à la capturer, mais très, très, très rapidement, elle va se cacher. La baliste, donc le trigger, très beau poisson. À être dans un récif de corail plus vieux un peu, on en verrait plus régulièrement, puisque c'est un poisson avec des grosses dents. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller littéralement manger sur les squelettes de coraux. Question d'aller chercher son calcium, d'aller chercher les nutriments dont il a besoin. Alors, sur un récif comme celui-ci qui est jeune, l'apport en calcium, en strontium, en molybdène est beaucoup moins élevé pour lui. Alors, généralement, il va migrer plus au large dans les grands récifs, mais je suis content d'en avoir vu un. Si de otro amor yo he salido malherido, es diferente porque estoy aquí contigo. Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido. Eres mi pan, mi agua y mi vino. Si de otro amor yo he salido malherido, es diferente porque estoy aquí contigo. Y si mi vida antes no tenía sentido, llegaste tú. Hey, je viens de suivre un banc de grouper, donc un bon banc de poissons. Les groupers, c'est des espèces de poissons. On les appelle groupers parce que ça représente, ça contient à peu près peut-être, je sais pas moi, 250 espèces différentes facilement. Ce sont des poissons qui se tiennent en banc, qu'on voit sur les abords des récifs. Ils vont se nourrir sur le bord des récifs. Et je les ai suivis là, facilement jusqu'à 1,5 pied, 2 pieds d'eau maximum. Ils viennent vraiment jusque sur la berge. Ils sont 150, 200, 300, ça passe à une vitesse folle. C'est superbe à voir aller. Si de otro amor yo he salido malherido, es diferente porque estoy aquí contigo. Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido. Eres mi pan, mi agua y mi vino. Si de otro amor yo he salido malherido, es diferente porque estoy aquí contigo. Y si mi vida antes no tenía sentido, llegaste tú. L'air que respiro. Je viens de suivre quelques très beaux spécimens de wrasse. J'en ai dénombré facilement 4 ou 5 espèces, entre autres un sodorensis qui était superbe. Ça va de tout petit comme ça à long comme ça. Et ce qui est le fun à voir souvent, c'est que ces poissons-là se nourrissent de moules. Alors, il y a souvent une moule qui est à moitié ouverte, puis il y a un jeu qui se fait, le wrasse essaye d'aller la manger, puis ça ferme au fur et à mesure. C'est assez hilarant à voir aller. Autre très, très beau poisson qu'on a vu sur place, les anges. Évidemment, les anges sont parmi les plus beaux poissons d'eau salée. On a vu ici beaucoup d'anges noirs et de demoiselles noires. Elles se ressemblent beaucoup, les deux espèces. Et on a eu la chance de voir un ange juvénile, probablement un ange français. Donc, un ange juvénile comme ça qui va complètement changer de couleur en grossissant. Alors, de très, très beaux poissons. Encore une fois, c'est un récif qui est jeune. Il y en aurait beaucoup plus et des plus gros si on serait un peu plus au large, mais c'est déjà super impressionnant. Je vous rappelle, on va dans 4 pieds d'eau ici. Que vuelva a caballo, pero que
labios que me esperan. Sale, sale de tu relevo diferente. Deux autres espèces de poissons qu'on a eu le privilège de voir ici sous l'eau. Les butterflies, des poissons papillons qui sont superbes, des poissons super délicats. Lorsqu'on tente de les garder en aquariophilie, ils sont très durs à garder. Ils sont dans leur environnement. Et le foxface, ou le face de renard, si on veut le rendre en français, mais le vrai nom, le bon nom, c'est un foxface. Vous allez le voir avec une belle barre sur le côté de l'œil. Aussi un grand mangeur d'algues. Superbe poisson. Hagas temblar tú dime, sublime, que me hagas temblar y mi pulso se acelera. Sale, sale, son tus labios que me esperan. Sale, sale, si tus manos me acarician. Sale, sale, me contagio de tu risa. Sale, sale, si mi pulso se acelera. C'est juste drôle. Il y a des blédis qui sont autour des roches, on peut jouer avec carrément. On lève les roches, ça change d'une place à l'autre. Super poisson qui sied toujours dans le fond. Encore un mangeur d'algues. Très particulier avec une belle couleur camouflage. Il s'en va pas, là. Il y a des poissons qui me jouent après le poil des mollets, c'est incroyable comment est-ce qu'il y en a. Il y a aussi beaucoup de coraux sur place. Pas des énormes coraux, mais des beaux coraux, des beaux gros brains, des coraux cerveau si on le veut. On les appelle comme ça par rapport, vous allez voir, au délignage qu'il y a dessus, ça ressemble à un cerveau. J'ai vu quelques beaux euphiliacées aussi. Donc, très, très beaux coraux, les frog spawn, les hammerhead qui sont sur place ici. On en voit quelques-uns. Encore là, ce sont des petites colonies parce que c'est en formation. On a eu la chance aussi de voir un black drum. Ce que je crois être un striped black drum, qui est un poisson qui est assez rare à rencontrer en récif comme ça. Donc, quand on voit ça, là, c'est une grande, grande chance. Là, je vous laisse, j'y retourne parce que présentement, j'ai des tangs qui me jouent après le poil des mollets. C'est assez impressionnant. Vous trouverez ça ailleurs. C'est des poissons qu'on paye 200-300 $ pour avoir en aquarium au Québec. Ils sont dans mon poil de mollet. Je vais aller leur dire coucou. Salut! Laissez-moi vous dire que ce masque et ce tuba-là, ainsi que les palmes, vont rester tout près, juste à côté de la porte dans la chambre d'hôtel. Parce que même si c'est pas pour la caméra, on est ici, nous, pour une semaine, sur le bord de la plage à Wandolio. Je vais y retourner tous les matins si c'est possible, parce que c'est incroyable tout ce qu'on voit. Quand vous avez la chance d'avoir votre complexe hôtelier sur le bord de la plage comme ça, amenez-vous un masque, un tuba, puis s'il y a de la place dans vos bagages, des palmes. Repérez les petites talles d'algues ou les amoncellements rocheux. Prenez la peine de lever les roches. Faites attention aux oursins. Si vous en piquez dans les mains, ça fait mal. Ici, les locaux nous disent de faire pipi sur les bobos pour que ça fasse moins mal. Bon, vous arrangez ça comme vous le voulez. Et j'ai vu énormément d'espèces aujourd'hui. En partant des gastéropodes, les escargots de différentes grosseurs, puis vraiment certains gros. Il y a beaucoup aussi d'algues corallines, même sur la carapace des escargots et partout sur les roches, ce qui veut dire que c'est un récif qui est en train de prendre racine, qui va tranquillement, pas vite, maturer. Beaucoup de variétés de corail, des stylophora, des goniophora. J'ai vu des euphiliacées, j'ai vu beaucoup de stocks.
Le clou du spectacle pour moi aujourd'hui, c'était mon pufferfish. C'est pas le plus coloré, mais un très, très beau poisson, super intéressant à observer. Également, j'ai vu beaucoup de crabes, plusieurs espèces. Un crabe gorilla qui était vraiment incroyable, gros à bord de ça, mais aussi dans l'eau et différentes variétés de crabes. Souvent, lorsque vous plongez comme ça, regardez un petit peu sous les caveaux, sous les roches, levez les roches, souvent il y a des petites cavernes, regardez en dessous de ça. Dorénavant, là, c'est votre devoir d'amener un masque, des palmes et un tuba quand vous venez dans le sud comme ça. Allez-y dans l'eau, vous n'avez pas le choix. Avec ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est rendu un devoir pour vous. Moi, je vais me changer un petit peu, je vais aller me baigner un peu plus loin. Pierre Tremblay, comment ça va? Martin, très bien, merci. Renegade, Jeep Renegade. On en a parlé comme nouveauté qui s'en venait. C'est fait, c'est entré et toi, tu l'as essayé. Je t'ai demandé de revenir m'en parler parce qu'à toute fin pratique, c'est un véhicule qui figure parmi les choix de nos chasseurs-pêcheurs. Et tout à fait. Puis écoute, on parle d'une catégorie de voitures extrêmement populaire. On est dans le SUV de petite dimension. Ça fait 1 an et demi qu'on l'attend. Il était déjà sorti cet automne en Europe. Alors, donc, il a fallu qu'on attende, nous, un hiver de plus. C'est déjà un grand succès aussi en Europe déjà, un succès très, très grand, même inattendu. Alors, écoute, j'ai effectivement essayé le Renegade hier pour la première fois. J'arrive du garage avec un Renegade au moment où on se parle. J'adore ce véhicule. C'est vraiment impressionnant. Les gens vont adorer ça. La question qui tue, puis je les ai lus, les essais français, mais souvent l'appréhension d'un véhicule par un Européen par rapport à nous autres, on est dans un territoire faunique, on est dans les réserves, on est dans les aigles, dans un chemin pas possible. Quand on parle d'un véhicule avec une certaine attitude bad boy, on parle pas toujours de la même chose. Je te pose la question. On est-tu dans l'ADN SUV berline qu'on faut ou si on est vraiment dans un ADN Jeep qui est capable d'en prendre? B. La réponse, c'est définitivement B. Oui, écoute, c'est un Jeep. Alors, tout ce qui est Jeep et tout ce qui sera Jeep toujours dans le futur sera badgé Jeep, si on peut dire. Donc, être capable de faire ce qu'un Jeep se doit de faire. Ce véhicule-là est extrêmement capable d'aller dans tous les territoires de chasse ou de pêche et puis de servir au quotidien les gens. Il y a une tenue de route extrêmement intéressante, une économie d'essence extrêmement intéressante. C'est un 4 cylindres 2.4 litres Tiger Sharp qu'on connaît déjà et qu'on a déjà, nous, dans nos autres produits. Transmission de 9 vitesses qui est accouplée à ça. Génial. Alors, génial. Tu as les configurations avec les systèmes de 4 roues motrices, là, donc que ce soit sur la neige, que ce soit sur la gravelle, sur la roche ou peu importe. Alors, écoute, c'est capable de tout faire ces choses-là. Un prix qui est au début de 20 000 là, donc la gamme s'étend entre le début de 20 et puis le pas beaucoup de 30 là, et c'est pour notre marché. Capacité, moi j'ai une appréhension en voyant le véhicule qui est un petit format comparé à ce qu'on est habitué pour traîner nos remorques, pour aller dans le bois. On amène le 4 roues, on ramène le 4 roues, on essaye de ramener un chevreuil ou un orignal sur le dessus. Quand je regarde le véhicule, il n'est pas gros. Il va-tu être capable de le faire? Oui, absolument. Il est équipé pour tirer 2000 livres. Alors, à 2000 livres... 2000, c'est une remorque standard avec un 4 roues sans problème puis un gros gibier dessus sans aucun problème. Le gros gibier va suivre. On va le ramener aussi. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est définitivement fait en fonction de ça. Génial. Je t'amène sur un autre point. On en a parlé ensemble lors de ma dernière visite chez vous. La saison arrive. On va entrer avec nos véhicules dans nos territoires. C'est pas de la petite balade comme en ville. On a des entretiens particuliers à faire. Comment je dois me comporter là, avant la saison, avant de tirer mon pick-up dans le bois, là? Bon, évidemment, Martin, puis d'ailleurs, c'est la cohue, là, évidemment, dans ces temps ici, là, parce qu'il y a les changements de pneus, puis il y a ces choses. Alors, évidemment, c'est de s'assurer de faire un entretien et de faire des vérifications au niveau de la suspension. Écoute, l'hiver, c'est l'hiver. On a eu à rouler dans nos routes. À la fonte des neiges, bien évidemment, les nids de poules et ces choses-là. Alors, je veux simplement rassurer les gens à savoir une chose. Chez JD,
nous avons un taux horaire qui est affiché, mais ce que l'on fait comme réparation, ce taux horaire affiché-là, qui est plus de 100 $, c'est pour les réparations où on utilise nos machines diagnostiques qui sont très dispendieuses. Mais pour ce qui est de vérifier les suspensions, vérifier tous les travaux qui s'appellent le système de freinage, etc., on fonctionne à forfait et à ce moment-là, c'est pas du tout les mêmes tarifs horaires qui sont indiqués. Donc, sachant qu'est-ce que vous faites avec le véhicule, c'est important d'expliquer comme il faut à notre conseiller de service. C'est un gros must. C'est différent là, si je fais du circuit, puis si je monte dans des chemins de bois, c'est complètement différent. Exact. Alors là, nous, à ce moment-là, nous, on connaît les Jeeps, on connaît les Ram, ce sont nos véhicules. Alors, on sait où aller jouer, on sait où aller voir les points névralgiques, où est-ce qu'il faut aller s'assurer que le propriétaire du véhicule va être en sécurité puis va être bien servi à la mesure de l'utilisation qu'il en fait. Et tout ça est fait à forfait. Alors, c'est un beau... c'est une belle chose de pouvoir en parler aujourd'hui, d'expliquer effectivement aux gens. Puis, écoute, on doit arrêter, c'est tout le temps qu'on a de ce côté-là, mais ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est qu'avec le tarif que tu offres aujourd'hui, ça vaut plus la peine de se pencher en dessous du véhicule dans la cour. On va chez le concessionnaire qui connaît notre véhicule. Pierre, c'est chez vous qu'on va, chez JD, à Bois-Châtel, évidemment. On se quitte le temps d'une pause. Vous êtes-vous déjà questionné sur le choix d'un filet approprié? Non? C'est peut-être pour vous après la pause. Partez à l'aventure en toute sécurité avec le groupe JD de Bois-Châtel, à 1 minute de Québec. Là, Guy-Paul, toi, là, t'as l'intention de prendre du poisson aujourd'hui, là. J'espère qu'on va en Parce que prendre. t'as l'air d'un gars qui a l'intention de prendre du poisson. À 3 filets, là. Oui, c'est ça. J'espère qu'on va en prendre pour pouvoir les essayer. Des très, très belles nouveautés parce que je t'ai vu arriver tantôt avec ton vieux filet vert, là. Filet de mon grand-père? Probablement, Ça marche encore très bien. Oui. Mais on va t'en montrer d'autres, tu vas voir les changements. Mais ça ressemble presque à ça comme fibre, ça se peut-tu? C'est ça. Ça, vois-tu, Martin, c'est les anciens filets qu'il y avait dans le temps. Vois-tu, c'est un filet en nylon. Oui. Fait que ça a la tendance à blesser le poisson un petit peu plus. Fait qu'on en voit de moins en moins. Les compagnies... Avec les remises à l'eau, dans le fond, là. C'est ça. Quand on veut faire la remise à l'eau, ça blessait plus le poisson. Fait que les compagnies ont décidé d'aller dans d'autres sortes de matériel pour les filets. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'a le plus fâché, moi, de ça, venir jusqu'à date? T'as-tu déjà pogné un rappel là-dedans, un poisson nageur? Ah, ouais, c'est ça. Fait que c'était beaucoup en mêlant. C'était un petit peu plate pour ça, oui, justement. Là, t'en as d'autres, t'as d'autres technologies. C'est pas les mêmes. Je regarde les deux, c'est pas les mêmes du tout. Celui-là ici, par exemple? Non, comme celui-là ici, vois-tu, c'est un nylon, comme tu avais l'autre que tu as dans tes mains, sauf qu'il est recouvert de caoutchouc. Oui. Donc, les larves vont moins s'en mêler. Puis, si on veut faire de la remise à l'eau, c'est sûr que le poisson est beaucoup moins blessé qu'avec un filet standard. Grande capacité pour celui-là, c'est le fun au bout parce qu'on peut faire plusieurs types de poissons différents avec. Si on a un filet à avoir, si on veut pas avoir un entraîné de 3 comme toi qui veut prendre tous les poissons du lac, non? C'est ça. C'est parfait. Avec ça, c'est beaucoup standard maintenant. On voit la tendance est beaucoup vers ça. Dans ces grandeurs-là? Ou tu parles du filet? Je fais du filet. Au niveau du filet, OK. Du filet, c'est ça. Mais les grandeurs, il y en a pour différentes sortes d'espèces de poissons. Vous voyez, celui-là, il y en a des plus petits que ça encore, là, pour, mettons, si tu veux pêcher la truite, ça. Parlons de ça, ça a donc bien weird. Ça, c'est une nouveauté aussi. Parce que ça, on en voit depuis quelques années. Mais ça, c'est vraiment la première année que j'en vois un comme ça. Ça, c'est un filet complètement caoutchouc. Ben oui! Complètement caoutchouc. Transparent. Ensuite de ça, ils ont mis transparent. Ça, peut-être qu'ils sont aperçus que le poisson avait moins peur, vu que le filet était comme... Je te donne ton grand filet, je veux voir celui-là. Oui. Génial. 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 Bien, écoute, plusieurs technologies. L'autre chose que je me rends compte, confortable. Très On est rendu avec du néoprène sur le manche. Une chose que tu m'as montré tantôt que j'ai trouvé magique. C'est ça. Hey. Et on vient de la gagner. Ça, c'est le plus petit des trois, là. Il y en a 2 autres grandeurs. C'est ça, exactement. On a pas du plus petit, on a le moyen. Puis tu vois celui-là ici, on peut vraiment agrandir. Regarde, là, que je peux quasiment aller chercher le poisson dans l'eau d'ici. Le caméraman qui est en train de reculer tomberait à l'eau, on serait capable d'aller le rechercher. Nicolas, reste avec nous autres. C'est vraiment incroyable tout ce qu'ils peuvent faire maintenant. Fait que c'est vraiment des technologies. Puis, moyenne grandeur ici. Hey, tu sais, moyenne grandeur déjà, là. Puis robuste aussi. Une autre chose que j'ai remarqué sur l'emballage, ça flotte. C'est ça, exactement. On l'échappe à l'eau, fait qu'on est sûr qu'on peut le récupérer sans difficulté. Fait que... Ego, la compagnie, EGO,
c'est les S2 sliders. Tu les as disponibles dans Oui. ces grandeurs-là? Exactement. Fait qu'on peut choisir les grandeurs qu'on veut, puis on a les sortes de poissons qu'on veut, des paniers avec différentes grosseurs aussi, différentes longueurs de manches. Fait que une compagnie qui est vraiment innovée. Des belles innovations, parce qu'ils font aussi, tu sais, des fois qu'on a à peser les plus gros poissons, à la place de les prendre avec la petite pesée manuelle, là, ils font des espèces de grands lits. J'en ai un ici, on s'est rendu compte en le déballant que c'était grand pour le montrer un peu dans le ponton. Celui-là là, va jusqu'à 64 pouces. Fait que, l'idéal, dans ton ambition de poisson, là, ça irait bien pour peser ce que tu vas pogner. Jusqu'à 64 pouces, on couche le poisson dedans, on le pèse et ça facilite la remise à l'eau. Exactement. On ne touche pas au poisson du tout, donc on ne met pas nos mains dessus. Fait que... Même compagnie, 60 pouces celui-là, excuse-moi, je me suis trompé. Même compagnie encore. Écoute, des beaux outils le fun. Beaux outils le fun. Des pinces à poissons, il y en existe, là, des pinces pour sortir des poissons. Mais la qualité de la fabrication de celui-là, anodisé, avec une poignée antidérapante, et on a pensé mettre aussi du côté à l'arrière de l'outil, dans le fond, je cherchais mes mots, excuse-moi, on a pensé mettre un petit mousqueton avec une rallonge, un peu comme sur certaines pinces sur le marché, pour décrocher les hameçons, pour pas qu'on l'échappe, qu'on le perde ou quoi que ce soit, parce que lui, évidemment, il flotte pas. C'est ça, donc, exactement. ça vaut bien, prends le poisson, on le blesse pas, on va dans un lit de pesée pour faire la remise à l'eau, ou encore dans un filet entièrement en caoutchouc, comme on l'a vu tantôt. Hey, c'est génial tout ça. C'est ça. Génial. Puis, oui, on va changer mon filet, je pense. Ouais. Je t'ai convaincu. On te l'ai changé. Je t'ai convaincu, je suis sûr. Merci, Guy Paul. Ça fait plaisir. Salut. Mon article de la semaine dans Sentier Chasse-Pêche a été écrit par Martin Vaillant. Martin intitule son article « Chercher l'eau chaude ». On parle particulièrement de truites mouchetées qui se déplacent évidemment en termes de strates de profondeur avec l'arrivée du printemps. Croyez-y ou pas, on va pouvoir commencer à pêcher bientôt. Alors, on y va d'une myriade d'informations et de trucs sur les changements de température d'eau qui peuvent avoir lieu dans un lac, dépendamment de, par exemple, le vent, dépendamment du sens du vent dans une baie ou des obstacles au vent, la profondeur. Et évidemment, les objets qui sont à florement d'eau qui peuvent agir comme de véritables aimants à truites, les entrées et les sorties d'eau du lac. Il y a un paquet d'autres trucs, mais ça, je vous laisse les découvrir à la lecture de ce superbe article. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Danny est beau. Martin Bourgeat. Il y a des poissons dans tes yeux, toi. Oui. Ça s'en vient. Ça fait un petit bout que c'est commencé, mais ça s'en vient à grands pas. Ben oui, mais là, je te vois arriver avec ton équipement. On est. Oui. Non, ça sort. Ça sort, là. Ouais. Mais il faut faire des bons choix. Ben écoute, ce soir, ce que j'aimerais discuter un peu, donner de l'information sur comment ça fonctionne les kits de canne à moucher. Quand on parle de kit, là, tu parles du du trio, excuse-moi, qui est Tout à compris fait. entre canne, moulinet et soie. Exactement. C'est quoi le lien qu'il y a entre ces trois items-là? Parce que souvent, au Salon de Québec, je me suis fait souvent poser la question où je me suis fait dire « Ah, il est beau ce moulinet-là, il est vraiment beau, je veux l'avoir. » Oui, mais votre canne à pêche, là, c'est numéro 6, c'est quoi? Ah, ben je ne sais pas. Alors, ce soir, on va démystifier ça un peu. On n'ira pas trop en technique parce qu'on pourra passer l'émission là-dessus, mais au moins la base. Donc, ce qu'il faut que les gens pensent, comme tu l'as dit, le trio. Donc, il faut que le trio soit adapté. Donc, si on parle d'une soie numéro 6, ça prend un moulinet adapté à la soie numéro 6 et ça prend une canne à pêche ou une canne soie numéro 6 qui est capable de prendre la soie numéro 6. Et si on ne fait pas ce mix-là, on va se ramasser avec une canne à pêche qui ne performera pas bien. On va interférer dans l'action. Tous les manufacturiers marquent l'information technique à la base de la canne à pêche. Oui. Okay? Comme sur une canne à lancer léger, où est-ce qu'on retrouve l'information à savoir vous allez si voir c'est l'action. médium. Vous allez voir l'action de la canne et vous allez avoir la soie elle est faite pour quel genre de soie. Fait que quand on choisit notre canne, première des questions qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on pêche? Oui. Hein? Oui, Bon, c'est une bonne idée, ça. Au saumon, on pêche-tu au bar rayé? Est-ce qu'on pêche à la truite? Évidemment, l'équipement va être plus ou moins robuste, dépendamment de la pêche. Le saumon, ça ne pardonne pas. Alors, ça prend un équipement qui est robuste. Donc, on va aller vers la soie numéro 9 avec des moulinets beaucoup plus gros. Pourquoi le moulinet est plus gros? Parce que la soie est plus grosse, mais surtout parce qu'on a de la ligne de réserve. J'ai besoin d'une capacité de bobine. En bon français, du backline. Oui. Bon, ça prend une capacité de bobine parce que le saumon, comme on dit, il ne pardonne pas. Fait que quand on arrive au bout de notre ligne, c'est terminé. Là. Si vous n'en avez pas, c'est terminé. Alors que si on pêche la truite,
Moi, je pêche la truite toujours avec une soie numéro 4, une canne à pêche, un moulinet soie numéro 4, qui est un lancer léger, si on peut dire, un artillerie léger, facile à manœuvrer, qui me permet d'étendre à peu près 50-60 pieds de ligne, pas maximum, mais c'est là-dedans que moi je joue. J'ai pas besoin d'étendre plus que ça. Rarement du backing line. Un peu. Parce que, mettons que je suis chanceux, puis j'attrape une 5 livres, là. Bien, ça va m'en prendre un petit peu. Oui, là. oui, mais je ne mettrai pas oui. 300 verges de ligne de réserve. Je vais mettre un 100 verges, c'est amplement suffisant. Et le moulinet va être capable de recevoir la soie et la ligne de réserve. Le gros moulinet serait à la limite encombrant sur une petite canne de soie, de soie numéro 4, par exemple. Il va être encombrant, mais surtout au niveau de l'action. L'action, il va être trop pesant pour la canne à pêche. Le balancier sera pas là. Le balancier ne sera pas là. Puis à la fin de la journée, on dit j'ai mal dans le bras, j'ai eu de la difficulté à étendre ma soie toute la journée parce que l'équipement que vous avez n'est pas adapté. Parlons-en de la soie. Oui, bien les soies, tu sais, là, il y a de 2 à aller jusqu'à 12. Oui. Et plus le chiffre est petit, plus le poids est léger. Parce que le nombre, c'est le poids de la soie. Donc, soie numéro 2, poids numéro 2, qui est très léger. Aller jusqu'à 12, qui est une soie qui est beaucoup plus lourde. Mais évidemment, on va prendre cette soie-là pour aller au saumon. Et on va avoir une canne à pêche plus robuste aussi, un moulinet plus robuste, parce que le saumon, tout le monde le sait, là, c'est un poisson très agressif. Très combatif. Très combatif, au même titre que le bar rayé. Moi, je vais prendre le même équipement, bar rayé, saumon, la même chose. Je te dirais, c'est 2 poissons très combatifs. Qu'est-ce que je recommande? Je te dirais un trio numéro 4. Les gens vont dire, ah ouais, mais c'est trop léger quand ils vendent. Il y a des techniques de pêche quand ils vendent, qui fait en sorte que, c'est vrai que plus la soie est pesante, plus c'est facile, mais quand on a la bonne technique, on peut pêcher dans n'importe quelle condition, il n'y a aucun problème. Martin, merci beaucoup. Tu me parles de bar rayé, on en parle la semaine prochaine. Ouais. C'est tout pour l'émission, on doit déjà se quitter. On parle de bar rayé la semaine prochaine, évidemment, et Fête de la pêche avec Isabelle Desjardins qui sera en studio. Soyez là. Loisirs, chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.